La Cité européenne des scénaristes présente... C'est le fameux syndrome écrit du scénariste, la bataille fait rage. C'est 4 mots, mais ça veut dire quoi pour nous, la bataille fait rage? Voilà, donc si effectivement on travaille sur un film à 2 millions, la bataille fait rage, ça va être vachement au son, on va dire. Et si jamais on a 15 millions, on va storyboarder, on va faire des choses, c'est complètement différent. Les assistants réalisateurs et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Un conseil que je donne tout le temps à l'équipe avec laquelle je travaille, c'est que le matin de chaque jour de tournage, de relire la séquence, de revenir au scénario. Parce que parfois on croit tellement connaître la séquence, on en a tellement parlé dans des lectures, dans des réunions, on a tout préparé, on sait comment faire le feu, les coups de poing, mais en fait la séquence elle raconte quoi? Leur métier, organiser la fabrication des films et séries. Ils dépouillent le scénario, le traduisent en besoin et en temps de tournage, ils coordonnent les techniciens, ils planifient le tournage au moyen d'un plan de travail, enfin, ils assurent son bon déroulement. Dans ce 3e numéro de l'émission, la parole est aux assistants réalisateurs. Quel est leur rapport au scénario? À eux 5, mes invités du jour ont notamment officié sur Climax, Connasse Princesse des Cœurs, Tiquinquin, Le Transporteur 3 ou encore les sagas Astérix, Les Tuches et Le Petit Nicolas. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en juin 2021. Eh bien, bonjour, je suis Alain Corneau, je suis premier assistant réalisateur depuis un peu plus de 20 ans maintenant, ça me fait du mal à le dire, mais bon, je travaille essentiellement sur des longs métrages, un peu de séries, mais très peu. Le dernier projet que j'ai fait, c'est un film de Cécile Tellerman qui se tournait dans la Drôme, une comédie. Merci beaucoup. Ensuite ? Eh bien bonjour, je m'appelle Tatoum Drouya, je suis assistante réalisateur également, beaucoup de longs métrages aussi, quelques publicités entre les films. J'ai fait un film d'un jeune couple de réalisateurs qui a gagné le César l'année dernière pour leur court-métrage. Ils sont passés à la réalisation du long-métrage issu de ce cours qu'on a tourné cet hiver aux Beaux-Arts de Paris. Donc c'est le dernier long-métrage sur lequel j'ai travaillé, voilà. Ok, merci. Ensuite ? Bonjour, alors je suis Claire Corbetta-Doll, je suis également assistante à la réalisation. Ces dernières années, j'ai plutôt fait de la fiction et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé, c'est le film de Gaspard Noé, Vortex, dont le tournage s'est terminé il y a 1 mois et qui pourtant va être présenté à Cannes dans 3 semaines. Voilà. Incroyable le délai. Ensuite ? Bonjour, je suis Renaud Epelboin, donc premier assistant depuis quelques années aussi. Dans les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé, je pense que le prochain à sortir est un long métrage de Frédéric Vidot, qui s'appelle Selon la police. Et puis j'alterne en fait entre télévision et long métrage. Ok, et enfin ? Oui, moi je suis Mathieu Lamortière, premier assistant aussi. Depuis quelques années, j'ai pas compté. Je viens de terminer le film de Jean-Jacques Hano, là. Donc un petit morceau qui nous a tenus en haleine pendant quelques mois. Et voilà. La cathédrale, c'est ça ? Ouais. Voilà, sur l'incendie de Notre-Dame. Ok, merci à tous. Donc ma première question, comment vous définiriez votre rôle vis-à-vis du scénario ? Complexe et complet. C'est-à-dire que c'est passionnant parce que en fait, on a un rapport au scénario qui est évidemment à la fois très technique et en même temps très artistique, si on peut utiliser ce mot-là. Et donc, en fonction de la relation qu'on a avec le réalisateur ou la réalisatrice, eh ben, on va plutôt privilégier un rapport technique au scénario et puis parfois un rapport très artistique. C'est une des choses qui rend notre métier passionnant. On fait des lectures successives de scénarios sous des angles bien différents qui vont depuis la première lecture qui est juste ta propre subjectivité, à savoir comment ça résonne, comme tu le ferais avec n'importe quelle lecture, et ça ne concerne finalement que toi et le texte. Et après, on rentre dans des choses qui sont, on parle déjà de dépouillement, de plan de travail, qui sont des choses pratiques, et qui font qu'on fait un rapport au temps dans le scénario pour un plan de travail, dans un rapport finalement à l'objet, enfin en tout cas aux choses très concrètes dans un dépouillement. Et j'ai l'impression que c'est une succession de lectures, et on fait partie peut-être
même peut-être au-delà parfois du réalisateur, des seuls qui ont une vision aussi globale du texte. Bah justement, ma question suivante, et ça risque d'être trop vaste, mais quelles sont les premières questions que vous vous posez quand vous lisez ce scénario, les toutes premières questions qui vous viennent? J'imagine toutes, vu que c'est votre métier. Mais... Ah bah ça, est-ce que ça me plaît? Enfin, pour commencer, t'as ta réaction sensible à un texte, il me semble qu'elle est importante. Après, c'est pas parce que ça ne t'enchante pas que tu devras refuser ou quoi, mais je pense que c'est quand même la première. Oui, la première lecture, c'est la lecture légère, comme on lirait un bouquin. Ou après, il faut effectivement réussir à conserver cette première lecture très naturelle et pas se dire tout de suite oh là là, mais ok, donc là il y a un truc d'hélicoptère, tatati, et tout de suite d'un seul coup partir dans des réflexions qui sont propres à nos métiers, de savoir en termes de faisabilité comment ça peut marcher, etc. Claire, c'est pareil pour toi, les premières questions que tu te poses, pas forcément techniques au début? Mais je crois que malheureusement, si c'était pas forcément technique dans le détail du dépouillement, mais la première lecture, je la lis vraiment avec mes deux cerveaux, cerveau gauche et cerveau droit, et j'ai une partie qui me dit est-ce que je suis aspirée par ce que je lis, et puis une autre partie qui dit ah putain mais là comment va-t-on faire ça? Ouais. C'est impossible à débrancher cette partie-là. Forcément, non, tu te fais la réflexion. Impossible. Je pense que c'est important d'être en effet happé par l'histoire. Après, au fur et à mesure de la préparation, on va amener aussi une expertise qui va s'affiner sur le scénario pour que le scénario coïncide avec la partie casting, la partie des repérages, etc. Et ça va dépendre aussi du delta qu'on nous laisse. Et parfois c'est un peu malheureux, mais on peut avoir un delta qui est très réduit. Et il faut quand même arriver à trouver les mots pour essayer de donner l'impression qu'on peut peut-être propulser le film, peut-être d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Voilà. C'est quoi vos différentes étapes de travail avec ce scénario dans les grandes lignes? Comment vous interagissez avec? C'est là où on parlait déjà de plan de travail et de dépouillement qui sont dans les premières étapes. En général, le plan de travail en tout premier lieu, parce que derrière ça, il y a un budget qui va pouvoir être évalué précisément, c'est-à-dire de transposer un texte écrit, un scénario, donc, en du temps de tournage effectif. En chiffres. Et le poser noir sur blanc dans un tableau à double entrée, plus ou moins compliqué, et qui va être après interprété par le directeur de production en un budget. Et ça, c'est une estimation. On a tous nos petits trucs, et en même temps, pour avoir déjà joué à ça avec des copains assistants, c'est assez bluffant, comme on trouvera à peu près les mêmes temps de travail sur les mêmes scénarios. Et vraiment, ça joue à pas grand-chose. Alors qu'il n'y a pas du tout de technique. Chacun a sa méthode, mais au final, je crois que oui, chacun en effet a sa méthode. C'est vraiment une étape qui arrive en pré-production pour ensuite que le film puisse partir en financement et réussir à se financer ou non. Donc c'est quelque chose qui arrive finalement très en amont et qui veut pas forcément dire d'ailleurs qu'on va travailler sur ce film et être assistant à la réalisation dessus. Et quand finalement le film part en production et qu'un autre assistant arrive, on se retrouve à nouveau faire un plan de travail. Moi, on me propose souvent de voir le plan de travail qui a été fait avant. Certains aiment bien travailler avec ce qui a été fait avant. Moi, souvent, je fais ce jeu de ne pas le faire et puis de regarder ensuite. Et en effet, on se retrouve souvent à se rendre compte que les estimations de temps, qui sont assez subjectives en fait, sont quasiment similaires. Aujourd'hui, bien souvent, on nous demande parfois de faire des études avant même que le scénario soit quand même suffisamment calibré déjà à la base. C'est-à-dire qu'on a peut-être déjà trop de pages, qu'on sait que le film il pourra pas faire plus de tant de minutes, donc on sait déjà que il faudra couper en fait. Donc on a envie de dire bon, certes c'est bien de lancer une pré-prod, mais peut-être que laissons plus de temps au scénariste à avancer dans son histoire peut-être. Et bien souvent, les productions démarrent un peu trop tôt. Enfin, oui, mais en fait, moi, ça m'est arrivé 2 fois cette année de travailler comme on m'a demandé un plan de travail à 2 reprises. Et à chaque fois, la première fois, je suis sortie avec un plan de travail en 72 jours. Bon, c'est absurde. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, 72 jours, c'est très, 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 très rare. Okay. Et le deuxième plan de travail, 84 jours de tournage, c'est très, 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 encore plus très rare. Et en fait, j'ai compris que en fait le producteur et la productrice avaient besoin de ça pour dire au scénariste qui disait c'est mon scénario, on ne touche pas mon scénario. Pour dire ça ne fonctionne pas. La séquence du métro est indispensable, sinon ça ne tient pas debout. De dire bon, tu vois là, regarde, il y a des chiffres, c'est pas possible. Parce qu'en temps normal, c'est quoi? C'est 25, 30, 45? Non, ça dépend, c'est variable. Mais... C'est vrai qu'aujourd'hui on tourne beaucoup autour de 30, 35. Oui, voilà. Voilà pour des comédies de base ou enfin les films de 70 et 84, c'est rarissime. Souvent les producteurs nous demandent de faire des études pour avoir un argument pour que le scénariste coupe. Mais ça touche au propre du poste d'assistant qui se retrouve souvent comme ça en intermédiaire à devoir transmettre des messages que 2 personnes ne veulent pas se transmettre directement. Ça touche à plein d'autres choses en cours de tournage, évidemment. Et souvent, effectivement, c'est ce qu'on appelle des études, comme tu dis, des études de scénario, donc des trucs qu'on fait en pré-production. Et quand on se retrouve à faire une estimation qui est trop lourde pour le réalisateur scénariste,
en général, le type nous en veut. Et Il s'est en fait général, faute. on ne fera pas le film. Ouais. Mais ça Voilà. nous arrange, non? Oui, peut-être aussi, Parfois. mais Tu vas dire que c'est de votre faute, tu vas dire que c'est vous qui savez pas, qui Voilà. avez trop vu, j'ai trop vu Oui, large. ou, ça arrive souvent. Oui, parce que parfois, eux imaginent pouvoir tourner leur film et que ça rentre dans les délais que la production va leur donner pour le faire, etc. Et finalement, notre travail à nous de mettre ça sur le papier et de dire, bah non, les amis, en fait, ça ne fonctionnera pas. En 35 jours, on n'y arrivera pas. Il en faut 42. Forcément, ça revient vers eux comme un boomerang parce que les solutions à trouver. Alors, nous, on peut en trouver en plan de travail pour être malin et trouver des solutions pour imbriquer les choses, simplifier certaines choses dans la manière de les faire, tout simplement. Mais cette marge, elle reste assez réduite. Enfin, on va pas enlever 10 jours sans changer un scénario. Il y a un moment, si on veut gagner du temps de tournage, il va falloir que ça revienne aux scénaristes. Donc, il y a un petit ping-pong qui a lieu et qui, parfois, a lieu pendant très longtemps, pendant la période de préparation, Ça, c'est parfois jusqu'au tournage. Même Et pendant le tournage. Voilà, moi, il m'est arrivé d'avoir des dernières versions de scénario le jour, le matin même, et je parle de long métrage, pas de séries qui s'écrivent un peu parfois à la dernière minute, mais où finalement des modifications ont lieu très 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 tardivement et impactent parce que c'est des choix qui sont difficiles à faire, que les scénaristes veulent pas faire parce que c'est pas très plaisant, ça coupe, et du coup ils traînent et on se retrouve à faire des choix un peu drastiques à la dernière minute. Justement, quelle est la nature de vos échanges avec les scénaristes quand vous parlez avec eux? De quoi parlez-vous? Comment travaillez-vous avec eux? Alors souvent quand les réalisateurs sont les scénaristes, bien sûr, on est en contact direct et permanent, donc ça nous permet parfois un accès plus facile au scénario, parce qu'ils sont là et qu'ils se rendent bien compte que, en termes de faisabilité, il faut créer ces ponts entre ce qui est leur scénario sur le papier et ce qui va devenir en film. Mais ensuite, oui, moi, il m'est arrivé d'avoir des scénaristes au téléphone en disant, bon, bah voilà, on a vu ce décor et finalement, on peut y passer que 2 jours pour telle raison. Donc, il faut trouver une façon de simplifier cette chose, ou de faire arriver ce personnage, ou voilà, de changer des choses, mais c'est pas extrêmement courant. Déjà, d'avoir un accès direct au scénariste, ça passe par l'acceptation du réalisateur. Tout à fait. Déjà. Oui, bien sûr. Donc, c'est toujours un peu délicat. Alors, en fait, je crois qu'il y a une grosse distinction à faire de ce côté-là entre fiction long métrage et fiction télévisée. Parce que il me semble que sur tous les longs métrages sur lesquels j'ai travaillé, quasiment sans exception, le réalisateur était au moins co-scénariste du projet. Donc, quelque part, tu as accès au scénariste et à travers le réalisateur. En fiction télé, c'est très différent, parce qu'on rentre dans un processus où le réalisateur, s'il intervient sur le scénario, c'est dans de la retouche souvent finale. On est plus dans un truc de commande. Il y a des exceptions, évidemment, il y a des réalisateurs auteurs en télévision aussi. Mais je travaille, par exemple, depuis quelques années avec un réalisateur de télévision avec qui j'ai fait un 6x52, un 4x52 et un unitaire pour Arte. Les projets qui étaient les siens perso, c'était cet unitaire, et il n'avait pas du tout le même rapport au texte, et il était évidemment beaucoup plus impliqué que sur les autres projets. Ça veut pas dire qu'il s'en foutait, pas du tout, hein. Et là, par contre, j'avais possibilité de parler au scénariste, à condition que le réalisateur l'accepte, évidemment, ça passe par ça, comme le disait Mathieu. Et moi, ça se jouait, je crois, les premiers contacts autour des lectures des comédiens, en amont du tournage, qui, en tout cas, souvent ont lieu dans les deuxièmes parties de préparation, où les comédiens autour d'une table et du réalisateur se rencontrent, discutent des textes, se mettent un peu les dialogues en bouche et tout ça. Et j'invitais les scénaristes à être présents, puisque c'est eux qui vont peut-être faire les retouches à ce moment-là. C'est aussi une façon de lancer un peu cette mayonnaise qui doit prendre autour du jeu, des comédiens et du texte. Ok, Claire, toi, ton rapport au scénariste? Je crois que je n'ai eu que des réalisateurs scénaristes. Si j'ai travaillé une fois sur une série, et en fait, la relation avec les scénaristes, c'était exclusivement le réalisateur. Et non, moi, j'ai zéro relation. Ok, alors pareil. Mais c'est variable, oui, c'est variable, mais je rejoins un peu ce qui a déjà été dit. Ok, et qu'est-ce qui vous plaît en tant qu'assistant réal dans un scénario? Moi, à titre personnel, ce que j'aime dans un scénario sur lequel je vais travailler, c'est la nouveauté. C'est-à-dire, c'est trouver un défi personnel, une nouvelle expérience. Si c'est un réalisateur avec lequel j'ai déjà travaillé, alors ça peut être justement le plaisir de retrouver une équipe que je connais bien, qui me connaît bien, et ça va être un bon moment. Ou alors, si c'est une expérience nouvelle en termes de relation avec le ou la réalisatrice, et ben c'est voilà dans le scénario ce que je n'ai pas déjà fait ailleurs. Et ça, c'est un grand plaisir d'apprendre à travers un scénario un nouvel aspect de mon métier. Et voilà.
Oui, moi j'ai l'impression que chaque scénario définit un petit peu les 6 prochains mois qui vont nous occuper à travailler dessus, et donc chaque scénario va nous transporter dans un univers qui est spécifique à l'histoire qu'il raconte. Moi je me souviens avoir fait un film où le personnage principal, qui est incarné par Juliette Binoche, est chirurgien cardiaque. À cette occasion, j'ai travaillé sur la chirurgie cardiaque comme jamais. On a fait des tutos, on a fait des formations pour recoudre des sternums, on a fait beaucoup de choses. Pour donner un exemple très différent, et vous allez tout de suite voir où je veux en venir, j'ai fait un film sur le catch féminin. Bon bah voilà, autre expérience, autre histoire à raconter, autre recherche à faire pour aller au plus près de ce que c'est et pas tomber dans quelque chose qui serait ridicule ou simplement mal raconté. Donc voilà, la force de l'histoire nous amène dans un univers dans lequel on va évoluer pendant quelques mois, et c'est vrai que ça c'est super. C'est à chaque fois des petites vies dans lequel chaque scénario nous transporte finalement. Je sais qu'enfant, je rêvais de savoir ce qu'il y avait derrière les tapis roulants d'aéroport où les valises disparaissent. À travers un travail, on peut être amené à franchir ce tapis roulant et voir les coursives d'un aéroport, par exemple, des endroits qui ne te sont pas accessibles au quotidien, ou sur des choses très très pratiques qui demandent aussi une spécialité, une spécificité. On a souvent l'habitude de se tourner vers des référents techniques, et tout d'un coup on découvre des pans entiers dont notre vie personnelle nous tiendrait loin en temps normal, quoi. Néanmoins, moi je garde quand même à l'idée que ce qui me plaît dans un scénario, c'est de voir un potentiel film que j'aimerais voir en tant que spectateur. C'est quand même ça qui, moi, m'excite le plus. Mais tu as réussi à faire que des films? Oh là non, pas du tout. Ah ouais. Non, je posais... Non, mais je veux dire, c'est quand même... ça fait la différence. Ça fait la vraie différence. Et même s'il n'y a pas de nouveauté ou un intérêt, si le film je me dis ça, c'est un film de Cinoche que j'adorerais voir, ça va quand même me motiver de façon importante, ouais. Mathieu, Alain, ce qui vous plaît dans un scénario avant tout? Moi, c'est pareil. Je rejoins tous les avis, vraiment. Puis faire des rencontres, voilà. Pour aller jusqu'au bout, c'est rencontrer des personnes nouvelles. Ok. Voilà. Est-ce que les scénarios sont toujours tous trop ambitieux ou pas? Non, pas nous qui disons que c'est trop cher. Moi, je crois pas. Nous, on traduit la réalité d'un texte écrit dans ce qu'il appelle comme besoin technique, pratique. C'est pas nous qui disons c'est trop ou c'est trop peu. Ça, après, c'est une question de moyens qui sont prédépensés. Ce qui est très curieux, c'est que de plus en plus, il me semble, et même dans les études, on vient nous voir en disant il faudrait que tu me fasses une étude. Ça m'est arrivé il y a 15 jours. J'ai fini une étude pour un film où on me dit on aimerait le faire en 35 jours. Moi, je rends mon plan de travail, il est en 40 jours. Voilà, en fait, c'est pas nous qui avons dit il faut 40 jours, c'est qu'il y a une intention. Oui, je veux dire par rapport financière. aux ambitions, par rapport aux intentions financières, je veux dire. Et tous les scénarios sont pas trop ambitieux, loin de là. Après, c'est quoi l'ambition? Oui, c'est par rapport aux moyens que les producteurs ont, quoi, on va dire. Voilà, donc nous, on fait une forme de traduction en réalité. En même temps, les petites bornes qu'on place peut-être nous légèrement ou qu'on propose, parfois ça peut amener un plus au scénariste qui resserre un peu le propos de son scénario qui peut peut-être parfois être un tout petit peu flottant, et fait de retravailler pour essayer de retrouver un petit peu l'idée principale d'un texte, etc. Parfois, ça peut amener du mieux. Ce qui est vrai, c'est que moi, finalement, de plus en plus, quand je rends des études, des premières études, justement, comme j'ai compris que l'idée sous-entendue, c'était de donner des armes aux producteurs pour réduire certains aspects du scénario. Donc, de plus en plus, dans la copie que je rends, j'explique, voilà, telle et telle séquence, son chronophage, ou c'est une ligne. Il est écrit Valérie était tellement fatiguée qu'elle s'endormait au volant et provoque un accident de voiture sur l'autoroute. C'est une ligne, mais ça, c'est beaucoup de travail au moment du tournage. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut le supprimer, mais c'est pour parfois dire, voilà, il y a peut-être des points d'entrée, parce que moi j'ai rencontré des producteurs qui ne connaissent pas le scénario, qui savent pas les lire. Qui savent pas surtout qu'ils ne savent pas lire. Oui, voilà, mais qui n'ont aucune idée. Enfin, ils arrivent au tournage et on est peut-être à la V6, donc la 6e version, ou 8e ou 12e, et ils disent et quand est-ce qu'on fait telle séquence qui était dans la V1. Donc bon, c'est pas seulement une question technique, ils connaissent pas dans le sens, ils savent même pas ce qu'il y a dedans, quoi. Vous avez ça arrive. Ça arrive. Après, il y en a qui sont très impliqués. Oui, bien sûr. Voilà, mais voilà. Mais après, effectivement, moi, souvent, quand je fais des études, puisqu'on parle de ça, je demande, mais bon, on navigue dans quelles eaux, quoi? C'est quel genre de budget? Parce que effectivement, Valérie a un accident sur le périphérique. Soit ça se fait au son et c'est au noir parce qu'on n'a pas d'argent, soit on passe 3 jours sur le périphérique et puis on fait la cascade. C'est le fameux syndrome écrit du scénariste, la bataille fait rage. C'est 4 mots, mais ça veut dire quoi pour nous, la bataille fait rage? Voilà, donc c'est j'aime bien la voilà. Bataille fait rage. Et souvent,
les scénaristes font ce genre de raccourcis qui, pour nous, sont des vraies embûches, parce que ça veut dire quoi? Si effectivement on travaille sur un film à 2 millions, la bataille fait rage, ça va être vachement au son, on va dire. Et si jamais on a 15 millions, voilà, on va storyboarder, on va faire des choses, c'est complètement différent. C'est très juste ce que dit Alain, parce qu'en fait, une partie de notre travail et qui va aller s'affinant au fur et à mesure du travail avec le réalisateur, c'est de voir tout ce qu'il y a entre les lignes, toute la partie invisible en fait du scénario. Il peut y avoir des séquences entières qui sont racontées où un personnage est présent, mais il n'est pas écrit comme présent. Il faudra qu'on le sache, ça, pour que l'acteur, soit là ce jour-là, par exemple. Il y a plein de choses comme ça qui sont à lire entre les lignes, à décrypter, et nous, c'est vrai qu'on passe dans la préparation par une étape qui est le dépouillement, où on va aller dans le détail de chaque élément présent sur la table, en tout cas déjà dans ce qui est lisible sur le texte, et où après des discussions sur les séquences les unes après les autres avec le réalisateur, on va affiner le contenu de tout ce qui est présent dans la séquence. D'ailleurs, on est parfois les premiers à alerter sur des scories, des bugs de scénario avant la script, parce que la script arrive un peu plus tard, mais on relève des anomalies, des problèmes de chronologie, Pourquoi tel personnage est là alors qu'il était là dans telle séquence, par exemple, et ça, c'est les successions de versions de scénario, par exemple, peuvent avoir amené des modifications et des choses incohérentes, et nous, on va vraiment rentrer sur, là, il y a des chocolats sur la table, une paire de lunettes est posée là, et tel personnage, il a été dit qu'il se promenait toujours avec sa mallette, donc il y aura aussi la mallette, même si là, elle n'est pas racontée dans la séquence, etc. En fait, vous approfondissez le scénario du fait de votre métier, et on est amené à poser beaucoup de questions. Moi, je me souviens avoir travaillé avec un réalisateur dont le film est sorti mercredi, là, qui s'appelle Tokyo Shaking, donc Olivier Payon, et je me souviens, Olivier un jour m'a dit, mais tu me poses tellement de questions, mais c'est impossible. Jamais j'aurais pensé que on m'aurait demandé autant de trucs. Je dis, mais Olivier, t'as écrit ce scénario, il faut que tu saches, en fait, pourquoi il fait ça. Est-ce qu'il vient avec sa voiture ou Donc c'est vrai que on pousse le scénariste ou le réalisateur à nous aider à répondre à toutes les questions. Parfois, on lui propose des réponses aussi parce qu'elles se dessinent d'elles-mêmes, mais à la lecture du scénario, dans un premier temps, il n'y a pas forcément toutes ces réponses. Il arrive de temps en temps qu'il y a des choses dans le scénario qui ne soient pas imagées, c'est-à-dire que nous, quand on les imagine, quand on les met en image, on s'est dit mais ça marchera jamais, ça passera pas, ou on n'y croit pas, et donc effectivement on pose des questions au réalisateur pour voir comment il imagine de tourner ça, parce que si nous on sait pas comment ça va être filmé, comment on va faire passer le truc, personne dans l'équipe pourra le comprendre et on saura pas nous-mêmes l'organiser. Donc vous avez un travail de filtre finalement entre la partie théorique du scénario et la partie concrète du tournage. Déjà dès la prépa, vous avez des exemples comme ça de fois où vous avez impliqué une modification de scénario. Je pense qu'on a 1000 exemples à donner, et là comme ça, fallait nous poser la question avant. Il y a un élément par exemple souvent qui nécessite vraiment une discussion, alors ça peut sembler un détail, c'est la présence de la figuration. C'est-à-dire que une séquence dans un bar, dans un resto, dans un aéroport, dans un supermarché, dans un lieu naturellement fréquenté, d'un film à l'autre, vous pouvez avoir un espace plutôt vide, ça peut être une intention, ou alors ça peut être une obligation par manque de moyens, ou ça peut être un espace du coup qui devrait être très 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 rempli. Et ça, c'est des choses qui parfois sont précisées dans le scénario, puisqu'on parle toujours du scénario, la figuration, elle est dans un supermarché bondé, ou alors elle fait ses courses dans un supermarché, alors c'est quoi? Elle va être dans un rayon, dans 2 rayons, dans 3 rayons, alors, en même elle va temps, être à la caisse. Moi, je nuancerais juste parce que j'ai eu cette expérience très récemment. Mais après, le scénario, faut voir que c'est un outil, c'est notre bible à tous pour le film. Mais c'est un outil aussi de communication avec les producteurs et les financiers, etc. Et moi, il m'a été dit plusieurs reprises, mais c'est le scénario. Après, dans le découpage, je mettrai les éléments importants. Mais dans le scénario, faut pas forcément être hyper précis surtout parce que ça devient un outil impossible à lire. Oui, c'est vrai. Et ça reste un outil quand même de communication. C'est là où il y a un jeu à trouver, il y a un delta. Donc quand le réalisateur est assez organisé pour faire son découpage en parallèle, donc les informations finalement elles sont couchées sur du papier quelque part. Et par moment, c'est là où on est dans un grand moment de solitude parce qu'on doit faire des arbitrages. Et donc poser des questions ou pas, ou arbitrer en tout cas combien de questions je vais lui poser aujourd'hui, 10, 5, ça dépend des réalisateurs. Il y en a certains, on sait qu'on a le droit à 5 questions par jour, d'autres un peu moins. C'est vrai que le scénario, déjà il est assez technique parce qu'il y a le numéro de séquence, la scène, le machin, les dialogues, donc ça c'est le minimum, mais si on commence à coucher tout le côté très accessoire, etc. de tout, ça devient illisible. Indigeste, ça devient très indigeste, en effet.
Un dépouillement, c'est indigeste à lire. C'est pour ça qu'on essaie de rentrer toutes ces infos dans le dépouillement. Absolument. Ouais, c'est pour ça que personne ne lit jamais les dépouillements, qu'on continue à faire. Parce que c'est beaucoup de textes et beaucoup de cases et que c'est beaucoup plus compliqué à lire. Parce que c'est des listes et des listes et des listes et des listes et que les gens préfèrent la réponse humaine de vive voix et qui se pointent le matin en disant alors il y a quoi déjà aujourd'hui là ? Tu n'as pas eu le dépouillement ? Si, mais redis-le-moi quand même. Voilà. Et du coup, l'autre exemple de truc comme ça où vous avez... je vais prendre un exemple très simple au niveau des scénarios. Les scénaristes, souvent aiment beaucoup la dénomination intérieur ou extérieur soir. Qu'est-ce que c'est que ce soir ? Est-ce que c'est un soir de jour, un soir de nuit ? De quel côté ? Est-ce qu'on est en chien et loup ? Et des fois, tu peux avoir 10 séquences d'affilée qui se passent en soir. Ouais. Et on est à la limite entre... Toi, t'as besoin de savoir, selon les lieux, si c'est un lieu intérieur, un lieu extérieur, etc., dans quel effet de lumière tu vas devoir le tourner. Donc, où est-ce que tu vas le placer dans ta journée ? Surtout des séquences qui font 4 pages. Mais exactement. Et puis, extérieur soir. Et ça rejoint cette question de la chronologie, où on soulève parfois des choses qui sont un peu aberrantes, parce qu'ils vont rester en soir pendant des heures. Une journée. Ouais. Ça, c'est un exemple typique dans la traduction d'un texte écrit, et qui se lit très bien comme ça. Hein. Ça va tout le monde quand on lit soir, oui, ok. Oui. C'est-à-dire que la journée passe. Mais quand après... vous passez les questions de la concrétisation, là, il faut se poser la question. Ouais. D'autres choses comme ça ? Il faut décider. Oui, mais il y a des fois des séquences qui sont écrites sur 10 pages et qui sont en effet aube. Si on tourne véritablement en aube, on a 1 heure de tournage par jour. Donc si ça dure 10 pages, c'est 10 jours de tournage. Donc c'est des fois des trucs où ça sera jamais en aube, quoi. Un film de Malik, par exemple, ça serait horrible à faire à chaque fois avec la lumière qui est toujours au bout de l'horizon. La fameuse Golden Hour. Oui, c'est pas les mêmes moyens aussi. Ça fait pas mal de contraintes différentes. Et du coup, ma question suivante, c'est comment votre travail influence-t-il directement ou indirectement le scénario ? Moi, je me souviens parfois avoir fait une remarque sur le fait que il y avait un décor qui était l'appartement d'un personnage qu'on voyait une seule fois. Donc concrètement, il y a un moment où on se pose la question de est-ce que pour l'histoire, on a vraiment besoin d'aller dans cet endroit, de voir cet intérieur, parce que il traverse tout l'appartement, donc ça veut dire que c'est un autre décor, ça a un impact financier bien sûr aussi sur le projet, et c'est un endroit où du coup on a besoin de passer 3 heures. Donc 3 heures, c'est pas une journée complète, c'est pas non plus tout à fait une demi-journée. Donc ça veut dire à construire, c'est pas simple. Ça veut dire qu'il va falloir commencer à cet endroit, puis se déplacer, faire un changement de décor. Tout ça, c'est des choses lourdes dans des journées. Donc il y a parfois des petits warnings où on se dit est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Est-ce que ça a un vrai impact ? Oui, c'est-à-dire que c'est une proposition, c'est modifier le scénario, parce que si la séquence est dans un appartement et qu'on arrive à suggérer que comme on va passer déjà une demi-journée à l'hôpital, il peut se passer la même chose à l'extérieur de l'hôpital ou dans un décor attenant. Donc c'est à la fois modifier le scénario, mais sans vraiment modifier le scénario, parce que c'est juste transposer une action et des dialogues d'un lieu à un autre pour faire gagner tout un tas de choses. Et parfois même le scénariste n'a même pas une conscience de ça, et finalement il peut trouver un plus pour le fait de rapatrier cette scène ailleurs, dans un autre décor. Oui, parce qu'il l'a écrit sans réfléchir à ce truc-là, justement. Moi, à mon sens, c'est même la force d'un réalisateur scénariste, c'est de, à un moment donné, savoir rebondir au mieux avec les contraintes et de s'en faire, en fait, un support à quelque chose d'un petit peu inventif ou d'un peu original. Et c'est chouette quand tu as un réalisateur avec qui tu travailles et tu vois qu'il est à l'écoute et que il sait que c'est pour lui que tu poses ces questions-là et que ça peut poser problème, et qu'il va s'en saisir et sans lâcher ce qu'il veut raconter, délocaliser une scène, profiter d'un élément qu'on a rencontré en repérage. Il y a un petit côté sculpture. Du fait de votre expérience, que vous avez travaillé avec beaucoup de chefs de poste, donc vous aurez peut-être des réponses qui vous venaient déjà de vos précédents tournages, par exemple. Oui. Oui, bien sûr. Mais après, le chef de poste reste un chef de poste. Il faut le respecter, même si on a déjà des solutions et qu'on sait, nous, de quelle manière il faut traiter telle ou telle chose ou tel effet et comment on peut le réaliser. Le réalisateur a choisi des chefs de poste. À nous d'écouter le chef de poste pour qu'il exauce le souhait du réalisateur. Même si nous, on a déjà des solutions, on n'est pas les grands chefs, quoi, voilà. Oui, alors moi, j'ai un exemple qui me vient tout de suite, là, concret, c'est qu'est-ce qu'on fait des écrans de télé quand on filme un salon où le personnage est censé regarder la télé. Alors, à chaque fois, les jeunes réalisateurs, les jeunes chefs opérateurs, ils vont tous en parler pendant des heures. Ah non, mais ce qu'il faudrait, oui, mais alors le balayage, il n'y a plus de balayage. Et moi, à chaque fois, je leur dis, non, mais on laisse la télé éteinte. Ah non, mais on met un fond vert. Non, on ne met pas de fond vert parce que le fond vert va
va envoyer du verre sur les comédiens. Et parfois même les chefs opérateurs disent des absurdités, hein, voilà. Sauf que c'est eux les chefs de poste, donc on dit bon, ok, alors je sais comment ça va se passer, mais je vais appeler le responsable des VFX, enfin celui qui fera les trucages après le tournage. Oui, bonjour Trucmuche, est-ce que tu veux bien expliquer au chef opérateur comment on tourne l'écran? Ah, mais c'est rien. Bah, vous laissez l'écran éteint, comme ça on récupère les réverbérations. Ah bon, mais il faut pas mettre des points de trac. Attends, fais voir ta télé. Bah non, il y a ce qu'il faut au point de trac. Ah oui, donc on fait rien. Bah non, on fait. Coucou, je l'avais dit. Hein, c'est ça, donc ce que je veux dire, c'est qu'à force d'avoir les mêmes problèmes qui se présentent, d'autres choses comme ça, vous avez déjà les solutions, d'autres exemples qui vous viennent que ça. Sauf que après, c'est de la diplomatie, hein, donc. On le dit, mais comme on n'est pas considéré comme étant l'expert de ce point-là, eh ben. Mais en définitive, on n'en sera pas responsable. Surtout, c'est ce chef de poste qui en sera responsable. Mettons une construction de machinerie particulière pour faire un mouvement de caméra. On a tous notre expérience, et fort de cette expérience-là, on va se dire, bah, il faudrait plutôt faire comme ci ou faire comme ça. Ouais. Le chef machiniste, lui, va avoir une idée. Quand même, tu la trouves pas forcément la plus évidente. Il s'engage à la mettre en œuvre et à ce que le plan réussisse avec cette structure-là. Alors, tu peux lui dire, ah, moi, je pensais que, et peut-être qu'il sera à l'écoute et qu'il dira, bah, t'as raison, ça peut être intéressant, on peut aussi. Mais en même temps, si lui, il veut le faire comme ça pour ramener le plan, au final, c'est lui qui sera responsable et qui aura réussi à faire en sorte que le plan soit réussi. Puis en général, il a un peu plus d'expérience que soi dans son domaine. Hein. Donc, bien sûr, non, mais c'est aussi faire attention à pas trop. Exactement. On met notre grain de sel dans tout, mais on est le spécialiste de rien finalement. Enfin, de rien, pas de rien, mais on est entouré de spécialistes, mais on met notre grain de sel dans tous les corps de métier. C'est ça qui est particulier aussi au poste d'assistant, depuis le scénario, mais jusque au fond de teint de la comédienne. On doit pouvoir en parler avec les personnes concernées. Ça veut pas dire que c'est nous qui allons mettre le fond de teint à la comédienne. Est-ce que, j'imagine que ça arrive, que des versions successives du scénario vous le rendent plus complexe à tourner et non plus simple? Genre, en voulant régler un problème, on en crée un autre. Tout le temps. Et c'est quoi comme ça les cas de figure, les mécaniques qui se mettent en place? Alors, ça peut devenir un sujet politique, en fait, les nouvelles versions de scénario. On demande aux scénaristes, réalisateurs de réécrire pour simplifier. Ah oui, il va enlever la scène de l'accident sur le périphérique, mais ah tiens, qu'est-ce que je vois là? C'est une scène de maison qui explose. Alors là, ça dépend beaucoup de la relation entre le réalisateur, le producteur. Politique dans quel sens du coup? Politique de rapport de force. Okay. C'est-à-dire qu'un réalisateur, c'est quelqu'un qui tient énormément à son projet et qui veut pas forcément se sentir dépossédé de son projet. Et donc, quand on reçoit une nouvelle version et qu'elle est plus complexe, c'est que clairement, le scénariste n'a pas compris que fallait la simplifier et que on se demande soit il fait exprès, et s'il fait exprès, pourquoi il fait exprès. Ben, il se rend peut-être même pas compte, mais c'est pour imposer un point de vue et un rapport de force. Voilà. Mais moi, ça m'est très souvent arrivé. Je sais pas vous. Oui. Tout le monde fait oui de la tête. Oui. Oui. Sans donner d'exemples concrets où on sait que le temps de tournage n'est pas suffisant, qu'il faut donc réduire le scénario et en fait on va couper une phrase de dialogue dans une page, une phrase de dialogue dans une autre, qui ne change strictement rien au temps de tournage. Ou alors on change la taille du caractère, ce qui peut arriver. Ou les marges. Et où en fait, à part t'obliger à tout relire minutieusement de A à Z pour voir tous les changements et pas passer à côté. Et ça, attention, hein, dans des temps de préparation le tournage se rapproche, donc tout d'un coup. Ça faut le faire hein, quand même, parce que bien souvent on te dit j'ai touché que à telle scène et telle scène. En fait, non. En fait, non. Donc faut scanner tout en général. Ça n'a pas aidé du tout. J'ai supprimé telle scène et j'ai tout renuméroté. Oh non, alors ça c'est interdit. Mais est-ce qu'ils font ça de genre dans l'espoir que vous sortiez un truc comme quoi ah c'est bon, c'est moins cher, c'est plus rapide, ou est-ce que vraiment on vous dit ça, genre est-ce que si je coupe là ça suffit, comment dire, c'est ce que tu disais. Là il y a aussi un jeu de pouvoir au milieu duquel on peut se retrouver entre un réalisateur, sa production qui s'est engagé à faire tel film et qui lui demande dans un second temps de faire un film un peu différent parce que ils ont pas les moyens de faire le film initial et que le réalisateur ne veut pas lâcher le texte qu'il a pris tant de temps à écrire aussi, tu vois. Ça peut être dans ces rapports-là. Tout à fait. Et nous, on se retrouve un peu comme une balle dans un renvoi d'échange et où on nous demande à chaque fois de retraduire d'un point de vue plan de travail, etc., les versions successives qui ne sont pas vraiment des versions, mais juste des moments d'attente pour que l'autre cède sur un point. Jusqu'au moment où il y en a un qui finit par céder. Okay. C'est un grand jeu. Après, il y a aussi le côté, ça c'est pour le côté politique. C'est vrai que je pensais pas à ce côté-là. Il y a aussi le côté artistique, c'est-à-dire qu'on croit régler un problème, mais en fait, sans s'en rendre compte, on a créé un nouveau problème. On pensait ils avaient des cas de figure aussi comme ça. Oui, c'est comme ça qu'on peut voir des problèmes de chronologie où tout d'un coup il y a dans le mécanisme très huilé du scénario, ça amène une complication qui fonctionne plus et donc nous, comme on est souvent très en amont et on a l'œil là-dessus,
on peut avoir une lecture un peu détachée et relever ce genre de bug en fait. Et bon, voilà. À quel point les scénarios au moment du tournage sont différents de ceux que vous avez lus au début? Parce que vous avez toutes les versions, vous avez toute l'évolution, vous voyez le chemin entre le scénario théorique qui vous arrive dans les mains au moment du budget et le scénario final. Qu'est-ce qui change le plus souvent? Comment il est changé? Est-ce qu'il change beaucoup? Déjà, il y a le temps de financement d'un film, hein, en soi. Je vais prendre un exemple tout simple. Un film qui va pas tarder à sortir, j'espère, un long métrage qui s'appelle Selon la police, qu'on a tourné avant et après le premier confinement l'année dernière. J'ai lu une première version de scénario il y a 9 ans, je crois. Oula. Et le film est parti en prépa, s'est arrêté, est passé dans une autre prod, etc. Et le réalisateur avec qui je travaille depuis très longtemps maintenant a enfin pu relancer ce projet-là. Il s'était passé 9 ans entre-temps, et il y a eu des versions, et même l'époque avait changé. En plus, c'est un film sur la police, donc il y avait des choses qui étaient passées par là. Le scénario est sensiblement différent. Évidemment, il y a toute une mécanique, et c'est un film choral qui reste présent, mais le scénario a très sensiblement évolué. Il y a un fil rouge qui arrive à rester, qui reste jusqu'au bout. Oui, mais entre la toute V1 d'il y a 9 ans et le film qu'on a tourné, évidemment, ça a beaucoup évolué. Moi, je pense à un projet qui est un peu spécifique, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé, où on a fait essentiellement de la caméra cachée. C'était un film qui a pour autant été vraiment écrit. Donc ça veut dire que les scénaristes ont fait des sortes de repérages d'écriture, se sont mis en situation pour voir ce qui pouvait se passer et écrire des possibilités. Et ensuite est arrivé le moment du tournage où effectivement, dans la mesure où la seule chose que nous on maîtrisait, c'était notre comédienne, le reste autour, c'était la vraie vie. Donc à partir de là, parfois les repérages d'écriture ont donné des armes à notre comédienne pour aller chercher ce qu'on voulait, et puis parfois ça se passait pas comme prévu, ou ça ne fonctionnait pas pour X ou Y raison, si bien que pour ce film, je pense que finalement il y a eu quasiment 3 fois le nombre de séquences tournées qui ont été écrites. Parce qu'en fait, il y a des choses qui ont été écrites qui n'ont pas marché, qui ont été enlevées, et puis finalement il y a une séquence qui a été écrite et tournée qui nous a emmené à un endroit qui était un point spécifique, et donc il a fallu écrire d'autres choses pour ramener notre personnage vers là où on souhaitait que ça aille. Et donc du coup là, pour le coup, il y avait vraiment une imbrication très forte entre l'écriture du scénario et la réalisation. Du fait de la caméra cachée. Écriture en cours de route, c'est ça? Alors il y a eu oui, écriture en cours de route. Alors avant beaucoup, et puis en cours de route parce que il réagissait, ça réadapté à chaque fois. Alain, t'as eu des histoires comme ça de scénarios qui évoluent beaucoup jusqu'à la fin, voire au tournage compris? Oui, ça m'est arrivé. Et après, moi je veux parler d'un truc qui arrive très très souvent quand on fait de la série ou de la télé, c'est que souvent on nous demande de faire des plans de travail à partir de scénarios qui ne sont pas écrits. On a juste des séquences, on sait à peu près, il y a un résumé, ou alors il y a un résumé de l'épisode qui tient sur une page, et on dit voilà, évaluer le temps de tournage. Mais ça m'est arrivé plein de fois. Mais oui. Et dans ces cas-là, tu réponds quoi dans ce cas-là? Tu balances, tu sais. Combien de jours vous voulez? Voilà, c'est ça, combien de jours vous voulez? 12 jours, voilà, ça fait 12 jours. Sinon, tu l'écris de pareil. Mais du coup, finalement, notre travail devient un peu comme un cadre dans lequel ensuite les scénaristes vont travailler. C'est-à-dire que c'est un peu le monde à l'envers, là, d'une certaine façon. Ça arrive effectivement de dire ça arrive. Non. Donne-moi un cadre pour que le scénariste le sorte en 12 jours, un truc comme ça. Oui, d'une certaine façon, oui. Enfin, ça peut prendre cette tonalité-là. Après, moi, j'ai vu une fois un tournage où le deuxième jour de tournage, il y a un des personnages qui a fait une chute qui n'était pas du tout prévue dans le film, mais qui a eu une entorse à la cheville. Donc après, il devait tourner avec des béquilles. Forcément, on réécrit et forcément, on demande au scénariste de réécrire parce qu'il n'était pas question d'être en sinistre, etc. Enfin, la production ne voulait pas. Ça arrive parfois. Le type est tombé des escaliers tout seul. Donc on réécrit. Et effectivement, des fois, on voit arriver des trucs, on se dit, mais c'est pas possible, c'est délirant. C'est encore pire que... Comment on devra faire avec ça? Voilà, mais bon. T'as le cas aussi, Mathieu, sur des trucs comme ça qui viennent... Non, mais on en parlait tout à l'heure avant d'ouvrir les micros, mais c'est l'épisode Covid. Enfin, moi, j'étais sur un tournage qui s'est arrêté, c'était les Tuches, là, qui n'est pas encore sorti, du coup. Mais ça s'est arrêté, et donc, il a fallu passer le moment du confinement avec des réunions Zoom avec le réalisateur, la production, etc., pour... essayer de voir comment on allait reprendre le tournage et dans quel cadre on allait tourner les nouvelles scènes. Donc avec les acteurs, le scénariste et le réalisateur, scénariste, réadapter les scènes par rapport aux nouvelles contraintes sanitaires. Donc là, en l'occurrence, le scénario, oui, a vraiment changé. Mais au final, c'est toujours la même trame. Il n'est pas rare que sur mes dossiers de films, j'ai quand même 30 versions de scénario. Enfin, c'est vraiment... Parce qu'il y a aussi l'informatique qui fait qu'aujourd'hui on crée très facilement des nouvelles versions, donc on fait pareil pour les plans de travail.
Moi, je mets des virgules pour pas qu'il y en ait trop. Au final, la trame reste, mais c'est vrai que ça évolue beaucoup et puis voilà, ça change par rapport au décor qu'on a, aux acteurs. Mais il y a un truc par rapport au scénario, c'est que souvent dans notre métier, on connaît tellement bien le scénario parce que on est ceux qui ont le plus lu, le plus réfléchi. Et parfois, je me surprends même à connaître encore mieux le scénario que le réalisateur lui-même. Et je sais que c'est un conseil que je donne tout le temps à l'équipe avec laquelle je travaille, c'est que le matin, de chaque jour de tournage, de relire la séquence, de revenir au scénario, de toujours revenir au scénario. Parce que parfois, on croit tellement connaître la séquence, on y en a tellement parlé dans des lectures, dans des réunions, que on peut se retrouver à s'en être éloigné un peu. Et quand le matin, en fait, au moment où on prend son café, on relit la séquence, ça nous permet de nous reconcentrer. On a tout préparé, on sait comment faire le feu, les coups de poing, les coups de feu, les cascades, mais en fait, la séquence, elle raconte quoi? Voilà. Le scénario, il raconte quoi dans cette séquence-là? Des fois, on pense tellement à la technique que l'équipe peut oublier ce que ça raconte. Et ça, on s'en éloigne parfois, ouais, c'est vrai. Moi, c'est un truc que je fais, en tout cas, le matin. Je pense à quelque chose qui est peut-être pas si connu que ça, c'est le jour à jour. Le jour à jour, c'est la séquence extraite du scénario, telle qu'elle est distribuée aux comédiens et aux membres de l'équipe sur le plateau, sous format papier, hein. Et chaque jour, il y a les séquences de la journée qui sont distribuées comme ça. Donc le scénario, à un moment donné, il va s'effeuiller aussi, et il va être distribué goutte à goutte. Oui, dans l'ordre du tournage. Donc on perd un peu chaque matin ou la veille au soir, selon les ratés de chacun, sera distribué les séquences de la journée, qui vont être la 102, la 38 et la 27, par exemple. C'est peut-être même la fin du scénario, ce petit bout de papier, puisque après, ce sera en images, c'est la fin de vie du scénario, ce jour à jour. Mais c'est vrai que souvent, avec ce jour à jour, certains réalisateurs ou comédiens se tournent vers la script en disant, mais attends, dans cette séquence 38 là, parce que qu'est-ce qui s'était passé juste avant? Parce que du coup, et ensuite on passe à la séquence 162, donc mais là, elle a déjà rencontré, alors on va voir la script parce qu'on se souvient plus très bien finalement de où on est son personnage dans cette séquence 162, mais ça, on l'a tourné, ah mais oui, on l'a tourné il y a 15 jours, c'est vrai, enfin, où on recolle les morceaux en fait, hein. Tous les matins, pour les comédiens, faut voir que c'est aussi des intentions de jeu, c'est des choses qui sont difficiles à tenir et qui sont éclatées à travers 40 jours de tournage. Les HMC me disaient que par exemple, quand ils devaient faire à chaque fois la chute après la bagarre, c'était un enfer pour eux. C'est très courant. C'est très courant. Pour les costumes, parfois des chemises le matin parfaitement repassées, alors que dans la séquence précédente qu'on a tournée, le mec, sa chemise dans tous les sens, enfin voilà. Est-ce qu'un scénario, il influence votre décision de vous engager sur un projet? Et si oui, quel aspect du scénario vous influence? Oui, bien sûr. Il peut y avoir des propos auxquels on n'adhère absolument pas et que le message principal du scénario soit pour nous quelque chose d'insupportable. Donc on dit non. Pour des raisons artistiques ou de goût. Personnelles, éthique. Ou éthique. Je crois qu'on a tous un peu envie de faire des choses qu'on n'a jamais faites encore. Bah oui, c'est la surprise, enfin la nouveauté. Moi, il m'est arrivé de faire des films très compliqués, avec beaucoup d'effets spéciaux, de cascades, de coups de feu ou je sais pas quoi. Et je suis parfois très très content de me retrouver à faire un film avec 2 personnages dans une maison. Et un chat. Pour varier. Le chat, c'est chiant pourtant. Non, mais ou un chien, par exemple. Mais où il se passe pas grand chose parce qu'on a envie de faire autre chose, quoi. Alors moi, j'ai de la chance parce qu'en fait, je travaille avec un réalisateur qui fait des films sans scénario. C'est-à-dire que le scénario tient en 1 page, 2 pages, et en fait le film se construit au moment de la préparation, se construit beaucoup avec les comédiens, beaucoup avec l'équipe, c'est un travail collectif, et en fait ce qui est très drôle, c'est que le document scénario, on l'écrit en fin de semaine ou en fin de journée, en tout cas une fois que les choses ont été tournées. Et en mettant à plat ce qu'on a tourné, ce réalisateur-là, du coup, se dit, mais attends, du coup, il faut que je fasse telle séquence. Bon, bah tiens, demain, on sort. Mais comment ça, on sort? On met tout dans une camionnette type Kangoo, et on met toute l'équipe dans un Kangoo. Oui, et on sort. D'accord, t'es sûr? Oui, c'est facile. Bon, voilà. Mais c'est hyper exaltant. D'abord parce que pas de plan de travail. Ouais, donc, du coup, il y a une espèce de liberté. Il y a, justement, c'est à la fois beaucoup de fraîcheur parce qu'on se retrouve comme quand on était bien plus jeune à travailler sur des projets amateurs. Et en même temps, on a tous beaucoup d'expérience dans cette équipe puisqu'on est tous des fidèles de ce réalisateur. Bon, voilà. Ça, c'est une typologie. Je sais que quand ce réalisateur-là me dit, bon, allez, t'es prête? Généralement, il m'appelle le vendredi pour me dire, bon, t'es prête à attaquer lundi?
T'exagères, mais ok, laisse-moi annuler 2-3 rendez-vous et j'arrive. Voilà. Moi, je suis pas mal attaché à l'histoire, l'univers dans lequel on va être projeté pour préparer et tourner ce film. Donc, tout d'un coup, on va découvrir. Moi, récemment, c'était les pompiers. J'ai fait des rencontres formidables. Et donc, tout d'un coup, on est propulsé à l'intérieur dans le secret de ces choses-là. Donc, ça, c'est super. Ça peut être les films d'époque. Voilà. Donc, varier les plaisirs. Ça, c'est vraiment super. Il y a un aspect important pour moi, c'est l'humain et l'équipe, en fait. Je peux être amené à faire un film peut-être moins intéressant du point de vue du scénario, mais après, humainement, il y a des choses agréables sur un plateau. Par contre, j'aurais plus de mal à aller accepter de faire un film, un super scénario, mais avec des gens avec qui je sais que ça va être un enfer. Humainement, j'ai pas envie de me faire du mal. Donc, les gens passeront toujours. Je nuance un peu comme ça, voilà. Ok. Peut-être. Si vous deviez faire passer un message au scénariste, ce serait quoi? Changer la couleur quand ils font des corrections sur leur scénario, par exemple. C'est un tout petit conseil, hein, mais bien utiliser les outils d'aujourd'hui, par exemple. Mais bien utiliser les outils d'écriture de scénario qui existent et qui sont fantastiques et qui permettent et pour eux et pour nous de pouvoir travailler beaucoup plus vite et donc de gagner du temps de travail pour d'autres choses. Moi, j'ai envie de dire à la communauté des scénaristes, vous faites un travail souvent qui est solitaire, mais apprenez quand même à travailler en équipe. C'est vrai que c'est des gens qui ont construit leur scénario souvent seuls ou à deux. Et puis, en fait, quand des frictions peuvent apparaître, c'est souvent parce que la réalité de l'équipe, des contraintes de tous les départements. Et moi, j'ai envie de leur dire, restez à l'écoute, quoi. Lâchez-vous, écrivez ce que vous voulez, mais restez à l'écoute. Renaud? Moi, ce serait pas tant la communauté des scénaristes que des productions, peut-être, parce que je crois qu'en France, le rapport dans le budget d'un film, de l'écriture, est quand même assez dérisoire. C'est de l'ordre de 0,1% du budget ou quelque chose comme ça. Et c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle on a parfois des difficultés, qu'on voit des scénarios qui n'ont pas été assez loin. Ils sont pas assez travaillés. Qui sont payés. Pardon ? Ils n'ont pas été assez travaillés, donc on n'a pas donné assez de temps. Voilà. Ils sont souvent très mal payés. Les productions, parfois, ont sans doute envie de voir arriver des scénarios qui sont déjà finis, alors qu'on parle d'une première version. Et c'est très regrettable parce que toute la chaîne va en pâtir, et je pense que parfois il y a des très bonnes idées de scénario mais qui vont pas faire des bons films parce qu'ils n'ont pas été amenés là où ils pourraient aller. Et c'est pas aux scénaristes que j'en ferai le reproche, parce qu'ils sont aussi dans des carcans et notamment financiers qui sont très difficiles, et j'en connais. Hein. Donc t'as raison. Ouais. Mathieu, le message pour les scénaristes? J'abonde complètement dans ce sens-là. C'est un outil tellement essentiel qu'il y a des moments on est arrivé à faire des études d'objets où on sait que bien souvent il y aura rien au bout parce que c'est malheureux. Effectivement, soit l'histoire n'a pas été assez étirée, assez travaillée, soit il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas assez de considération. Voilà. Qu'ils aient plus de considération. Ouais, je pense, ouais. Et enfin, Alain, ton message au scénariste? La même chose, je dirais la même chose. Effectivement, quand on réclame des choses, des changements, les changements n'arrivent pas parce que les gens veulent plus travailler parce qu'ils sont pas payés. Et c'est normal. Donc ma dernière question, alors je suis assez curieux de ce que vous allez me répondre. Je demande toujours à la fin, donc là je m'éloigne un peu du scénario sur la dernière question, à des personnes une recoupe sur leur métier. Donc ça va être leur déco préféré, leur BO préféré. Voilà, on a un assistant réal, donc dire mon film qui a la meilleure assistant réal, ça n'a pas trop de sens. Et peut-être est-ce qu'éventuellement il y a un film où vous vous êtes dit ça a dû être une galère à organiser, ou ça a dû être génial à organiser. Est-ce qu'il y a un film ou une série que vous avez vu où vous vous êtes dit être assistant réal de ça doit être quelque chose, quoi? Moi, et comme ça, à brûle pour point, ça rejoint des questions de goût du cinéma, en fait. Quand Cimino a tourné Les Portes du Paradis, je veux dire, participer à un truc pareil, évidemment que ça a dû être très compliqué, alors avec des moyens que j'ignore complètement, mais se dire qu'on participe à quelque chose qui va rester une pierre dans l'histoire du cinéma, et chacun aura des pierres différentes, hein, c'est assez chouette, quoi. Je sais qu'il y a, et pourtant ça fait quelques années, je crois, Roma sur Netflix qui est sorti. Là, j'ai eu beaucoup de frustration parce que malheureusement, j'ai pas de projecteur et de grand écran chez moi, donc je l'ai regardé sur un petit écran, et pourtant je me suis dit mais c'est formidable, mais j'aurais adoré faire ce film, voilà. Mais je pense que j'étais autant séduite par le projet que en plus par le fait que malgré la taille de l'écran sur lequel je regardais le film, j'étais vraiment impressionnée. Donc je me disais voilà. C'est vrai qu'on se dit que
sur certains films américains, je sais pas si effectivement les assistants réalisateurs font le même métier que nous, quoi. Ouais, moi ça m'arrive de me poser cette question également, mais je crois pas en fait. Non, ils ne font pas le même métier, ou en tout cas c'est réparti vraiment très différemment. Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux des fois, ou parce que... Non, je pense que c'est très différent. Enfin, moi, il est arrivé de travailler aux États-Unis et déjà notre manière de faire à nous les Français leur paraissait complètement étrange, et quand on se fait aider d'assistants locaux, parce que c'est toujours le truc, ils ne comprennent pas et nous-mêmes ne comprenons pas comment ils travaillent. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes réflexes. Je crois qu'en France on est très particulier, nous autres, dans notre métier d'assistant réalisateur, et pas que ça d'ailleurs, et que la méthode anglo-saxonne nous est finalement assez étrangère. Et je crois qu'on aurait beaucoup de mal à faire La Guerre des Étoiles ou ce genre de choses nous-mêmes. Et à la fois, je suis pas sûr que j'aimerais les faire, même si j'adore les films, parce que, par exemple, tourner tout un film sur fond vert, ça doit être assez chiant. Et voilà. Mais question de méthode aussi, du coup, de Tatoum. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de films anglo-saxons sur lesquels on se dit, mais comment, même avec l'expertise de nos métiers, je ne sais pas en fait comment ils ont travaillé pour faire ce projet. Donc oui, j'ai cette curiosité de me dire tiens, ça doit être tout à fait autre chose. En tout cas, je n'ai pas idée de comment est-ce que on peut fabriquer un produit comme celui-là. Comment on le ferait en France, ça? Comment on arriverait à le faire? Comment on ferait, voilà. Je nuancerais. En France, on aime bien s'auto-blâmer, mais en fait, pour avoir eu quelques expériences à l'étranger, on n'a pas du tout à rougir de notre façon de travailler. Mais non, mais c'était pas du tout différent. Non, mais je sais bien, je sais, mais non, mais je vais dans ton sens. C'est étonnant, parce que voilà, il y a la méthode anglo-saxonne qui est une méthode, mais il y en a d'autres. Oui. Et on a nous cette polyvalence qu'ils n'ont pas. Oui. Après, ils font des projets pour certains colossaux, et oui, des blockbusters, oui, c'est sûr, mais vous les prendre, mais ils ont pas le même nombre de personnes, ils ont pas les mêmes budgets, ils se posent pas la question de savoir si demain c'est 2 caméras ou c'est une caméra. Eux, ils ont 3 caméras dans le camion et ils se posent pas la question avec les équipes qui vont avec. L'assistant, il doit pas décompter le nombre de jours où il va avoir besoin des poules dans le poulailler. Oui. Non, ils seront pendant tout le temps du tournage. Je veux dire, c'est pas les mêmes mesures. En tout cas, on n'a pas besoin de rougir du tout, parce que on est quand même très efficace, je trouve. Voilà. Oui. Quand on se et d'ailleurs, les anglo-saxons disent eux-mêmes, there is the right way, there is the wrong way, and there is the French way. Super mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup et bonne continuation du coup sur vos différents tournages. Merci à toi. Les assistants réalisateurs et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Claire, Renaud, Tatoum, Mathieu et Alan pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu, et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.